Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Orthomeca. Nous allons poursuivre le démontage de ce moteur de Yamaha. Pour rappel, dans la vidéo précédente, on avait démonté le couvre-culasse et nous avions étudié le mode de fonctionnement et la relation entre la chaîne de distribution, l'arbre à cames et le vilebrequin. Nous allons donc poursuivre dans cette vidéo le démontage du moteur de cette Yamaha Diversion. Nous en sommes arrivés au stade où on va démonter les arbres à cames, les pignons qui sont fixés sur les arbres à cames et désolidariser la chaîne de distribution. On démontera également la culasse. Une des particularités nécessaires pour démonter les arbres à cames est qu'il va falloir détendre la chaîne de distribution car elle est maintenue tendue par un tendeur de chaîne qui dans cette moto se trouve à la partie postérieure du moteur. Donc, avant de procéder au démontage des demi-paliers d'arbres à cames, nous allons tout d'abord démonter le tendeur de chaîne de distribution qui se situe à l'arrière. Voilà, j'ai repositionné le moteur de manière à pouvoir objectiver le tendeur de chaîne de distribution. Les plus observateurs ont remarqué que l'atelier a changé de sens d'orientation. Lorsque j'ai créé cet établi exprès pour le démontage et le remontage de ce moteur, j'ai eu l'excellente idée de le mettre sur des roulettes, ce qui me permet, dans une place relativement limitée dans mon garage, de pouvoir faire pivoter l'établi afin de profiter de la meilleure luminosité pour ces vidéos. Nous sommes donc ici à l'arrière du moteur et à la partie médiane. Le système de tendeur de chaîne se trouve ici. Attention, dans certaines motos, le tendeur peut être de l'autre côté en fonction du sens de rotation du vilebrequin. Donc nous allons ici procéder au démontage de ce tendeur de chaîne. Alors la première étape, c'est d'enlever ce bouchon avec une clé de 12. Pas évident. Oh là! Voilà. Derrière le bouchon, il y a une rondelle. Et attention, parce que la tension du tendeur de chaîne est réalisée par un système de ressort. Donc voici le bouchon et la rondelle, le ressort. Et alors il y a une particularité, c'est que, oui, il y a deux ressorts. Un plus petit à l'intérieur du second. Je suppose que c'est pour améliorer les compétences de celui-ci. Et donc en fait, c'est la tension de ce ressort qui va s'appuyer sur le poussoir pour donner une tension de la chaîne qui, je présume, est calibrée. Maintenant, on va démonter le système de tendeur à proprement parler. Il est maintenu par deux vis filetées qui s'enlèvent avec une clé d'Allen de 5 mm de diamètre. C'est pareil, c'est un peu grippé par le temps. Voilà. La première vis filetée. Et la deuxième. Sur ces vis filetées, il n'y a pas de rondelle. Voilà, on va enlever le système de tendeur en lui-même. Alors voilà le fameux système, le poussoir. En fait, on a un méplat
Ce méplat appuie probablement sur le guide de la chaîne de distribution à sa partie postérieure, donc sur le brin mou ou le brin mené. Et donc, afin de maintenir la tension et d'éviter que ce méplat ne revienne vers l'arrière et ne détente la chaîne, nous avons ici en dessous une espèce de petite clavette avec un ressort. Et cette clavette, en fait, permet d'empêcher le recul grâce à ces crans qui sont formés dans l'axe du méplat. Dans la partie. Donc vous voyez, je ne sais pas appuyer pour revenir en arrière. Par contre, si je manipule la clavette, voilà, j'ai fait basculer la clavette. Alors imaginez maintenant que la chaîne est complètement tendue. Hein, donc on a le double ressort qui rentre ici au centre. On a le bouchon qui vient se mettre en tension. Pas évident parce que la tension est au max. Voilà. Voilà, ici je le retiens. Donc imaginez que mon doigt c'est la chaîne. Au fur et à mesure que la chaîne se détend, ça va actionner le système de cliquet grâce à la clavette et grâce au petit ressort. Mais le système ne pourra jamais revenir en arrière puisque la clavette l'empêche. Je suppose qu'à un moment donné, quand la chaîne est complètement détendue, on arrive au maximum du ressort. Et là, il faut faire un entretien. Enfin, je pense malgré tout que quand on arrive à ce stade d'usure de la chaîne de distribution, il y a probablement d'autres problèmes qui se seront produits. Voilà, voilà un système tout à fait simple, passif, hein, puisqu'il n'y a rien d'actif. Hein, c'est un mouvement de ressort qui réalise la tension et la pression et qui permet de garder une tension fixe pour autant que le ressort principal soit taré, c'est-à-dire qu'il soit conçu pour exercer une certaine pression. Il faut donc également que ce ressort soit en bon état, parce que s'il n'est plus en bon état, il n'appliquera plus la tension correcte et nécessaire pour pouvoir mettre en tension la chaîne de distribution. Et pour enfin en terminer avec cette partie, voici de plus près l'orifice par où passe le système de tension de la chaîne de distribution. Difficile à voir d'ici avec cette caméra, mais dans le fond, on peut voir en noir le guide chaîne sur lequel le méplat que je vous ai montré tout à l'heure vient appuyer afin de mettre la tension sur la chaîne de distribution. Ce guide chaîne à l'arrière ne peut être ôté, je pense que seulement lorsque la culasse et les cylindres sont démontés. Par contre, le guide de chaîne avant peut être démonté ici tout de suite. Nous allons le voir dans quelques minutes. Voilà, nous voilà revenus dans une autre position d'établi afin de pouvoir travailler sur les arbres à cames. Comme vous voyez, la chaîne de distribution est maintenant complètement détendue. On va donc enlever les demi-paliers. Alors, les demi-paliers, ouais, c'est une clé de 10. Alors, dans la revue technique, il signale qu'il faut enlever de l'extérieur vers l'intérieur et réaliser un desserrage d'un quart de tour par un quart de tour. Voilà la partie extérieure, la partie interne.
En fait, je pense qu'il demande de procéder de la sorte parce que le ressort des soupapes pousse sur les cames et si on le démonte de manière aléatoire, ça pourrait donner des bras de levier et des forces qui ne sont pas symétriques sur l'arbre à cames. Je ne sais pas si ça peut avoir vraiment une réelle influence, mais toujours est-il que puisque la technique nous demande de faire ainsi, c'est ainsi que nous le ferons. Les ingénieurs ont sûrement pensé le démontage et ils ont certainement une bonne raison pour qu'on pratique de la sorte. Donc je pense qu'il faut respecter leurs recommandations, comme dans tout. Voilà, je pense que là, on est suffisamment desserré que pour procéder à l'ablation des demi-paliers. Alors, je vais respecter l'ordre des vis filetées, l'ordre des paliers, puisque ce moteur a été soumis à beaucoup de contraintes, et je suppose que le filetage aura travaillé d'une manière différente pour ce qui est de ce demi-palier ou de ce demi-palier. Donc, je pense, il me semble logique de garder l'organisation des vis telle qu'elle est ici sur ce moteur et de ne pas mélanger les vis de ce palier avec celui-là ou et vice versa. Ah non, il y avait encore de la tension. On vient de voir le palier qui a encore bougé, donc contrairement à ce que je pensais, il y avait encore un peu de tension dedans. C'est bien pour ça que j'ai eu des difficultés d'enlever certaines de ces vis. Je pense qu'une fois qu'on sait les dévisser à la main, c'est qu'il n'y a vraiment plus aucune pression de la part des ressorts de soupape. Je pense que je vais devoir faire l'acquisition d'une boulonneuse, ça ira un petit peu plus vite que de tout faire à la main. Voilà. Donc nous sommes ici sur le palier d'admission gauche, le premier, pour le premier cylindre. Et B. Voilà. Donc nous sommes à gauche, premier cylindre, admission, je vais le mettre au-dessus, en attendant de le ranger sur l'établi correctement. Alors ici ce sont des demi-paliers, ce qui est un peu logique, on s'en doute intuitivement, puisque on ne sait pas mettre un grand palier à cause de la chaîne de distribution. D'ailleurs il y a une petite flèche ici, une petite flèche qui montre, je présume, le sens dans lequel ce palier doit être mis, c'est-à-dire vers la partie médiane du moteur, ou plutôt vers la chaîne de distribution. Alors je ne vais pas me prononcer sur l'usure de ces paliers, parce qu'ici l'objet de cette chaîne et de ces vidéos, c'est le démontage et le remontage de ce moteur en comprenant le fonctionnement. Et je ne tiens pas à m'aventurer dans les méthodologies diagnostiques ou les méthodologies d'entretien des moteurs. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo ultérieure. Le palier du troisième cylindre. Qui est d'ailleurs asymétrique par rapport à l'autre demi-palier. Vous voyez, et enfin, le dernier demi-palier. Voilà. Sur ces demi-paliers, il y a des chiffres. Ici, on peut voir le chiffre 14. À l'heure actuelle, je ne sais pas à quoi il peut bien servir. Ah oui, ici, ah non,
Ça, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Ah bah oui, c'est pour la fixation de la protection de carter, pour le couvercle de carter qu'on a enlevé. Par contre, ici, vous voyez, il y a ces petites structures, 1, 2, 3, et à mon avis, il en manque une ici, que je ne retrouve pas d'ailleurs sur le demi-palier, donc c'est étrange. Ce sont des douilles de positionnement. En fait, ces douilles permettent que les demi-paliers se positionnent correctement. Elles glissent dessus. J'en ai 2 ici. Ben ici, je n'en ai pas. J'en ai qu'une ici. Et j'en ai 2 là-bas. Il va falloir que je revoie sur la revue technique si c'est normal cette organisation. Je ne comprends pas pourquoi il n'y en aurait pas un ici de manière symétrique et pourquoi il n'y en aurait pas 2 ici. Je ne sais pas, on verra bien. Peut-être par souci d'économie au cours de la fabrication. Aucune idée. Toujours est-il que ces douilles ne doivent pas sortir, ne doivent pas tomber dans le moteur. Ici, dans le puits de chaîne, ce serait vraiment dommage. Ah, elles sont difficiles à ôter. Bon, je les ôterai un peu plus tard. Eh bien, on va ôter ce fameux arbre à cam. Ici, la chaîne, je peux l'enlever sans danger, puisqu'elle est maintenue par l'autre pignon, le pignon d'échappement. Et voilà la bête. Il y a plusieurs informations dessus. Je reviendrai dessus ultérieurement et on en rediscutera. Les petits trous que l'on observe ici, je pense que c'est pour la pénétration de l'huile. Voilà, je vous ai épargné le dévissage des demi-paliers de l'arbre à cam d'échappement. Comme on peut l'observer, il y a une symétrie dans les douilles de centrage. Donc visiblement, c'est ainsi qu'elles ont été pensées. Ce qui m'embête le plus, c'est ici. Il n'y en a pas et je ne la retrouve pas. Probablement que ce moteur a déjà été bricolé et certainement qu'elle n'a pas été remise en place. Ou peut-être est-elle cassée, enfin je ne sais pas trop. Parce que j'ai l'impression qu'à l'intérieur, il y a une douille, donc est-ce qu'elle se serait cassée au cours d'un bricolage précédent par l'ancien propriétaire? C'est possible, on verra ça ultérieurement. Alors maintenant, on va procéder à l'ablation de l'arbre à cam d'échappement. C'est ici qu'il faut se méfier, parce que si vous ôtez cet arbre à cam, eh bien la chaîne elle va pouvoir tomber dans le puits de chaîne. Alors ici, ce n'est pas bien grave puisqu'on va démonter complètement le moteur. Mais imaginez que vous êtes en train de bricoler sur un moteur, sur votre moto qui est toujours dans le cadre, par exemple, et que vous faites tomber la chaîne dans le puits de chaîne, pour la récupérer, ça peut être galère, voire même impossible. Et ça peut nécessiter le démontage de tout le haut moteur. Et d'autant plus si ces fameuses douilles de centrage tombe à l'intérieur. Ça, ce serait catastrophique, ça, parce que c'est pratiquement irrécupérable. Donc voilà, je vais fixer la chaîne à une des pattes de fixation qui sert à fixer le moteur sur la moto. Voilà, je fais un simple petit tourillon. Et donc, on va pouvoir enlever l'arbre à cam d'échappement. Le E, je présume que c'est pour exhaust en anglais, échappement en français, tout simplement. Parce que de l'autre côté, il y a un I. Donc le I, c'est probablement sur input ou intake ou quelque chose dans
dans ce style pour admission. Donc, de l'autre côté, on n'a pas un A comme ici on a un E. Alors ici, on voit qu'il y a des vis filetées sur le pignon. On le retrouve également de l'autre côté. Est-ce que ce sont des... Ah oui, ce sont tout simplement les vis filetées pour fixer le pignon sur l'arbre à cames. Donc le pignon, visiblement, peut se désolidariser. C'est pratiquement la seule chose qui peut se désolidariser sur cet arbre à cames, je pense. Enfin, comme je l'ai dit tout à l'heure, on reverra ça ultérieurement. Nous voyons clairement les chapeaux de soupape avec la pastille qui permet de régler le jeu aux soupapes. C'est grâce à cette pastille que l'on peut modifier la hauteur soit en la diminuant, soit en l'augmentant pour régler le jeu aux soupapes. Évidemment, dans cette position, c'est facile d'enlever la pastille. L'épaisseur normalement est indiquée ici en dessous, 280, je suppose que c'est 2 mm 8. Il faut toujours vérifier bien sûr soi-même pour s'assurer qu'il n'y ait pas une certaine usure. Si vous voulez la réutiliser sur un autre chapeau, il faut bien sûr s'assurer qu'elle est toujours à la bonne dimension. Le chiffre se place toujours par en dessous, ainsi il sera toujours visible et il ne va pas s'user par le passage progressif de la saillie de la came. Là, c'est pareil. Dans la revue technique, en tout cas sur ce moteur, ils insistent bien pour qu'on respecte les chapeaux de chaque cylindre et de chaque arbre à came dans l'ordre. Alors, je vais d'abord enlever cette pastille. Ensuite, le chapeau qui vient facilement. Voilà, on a ici le lit de la pastille. La partie inférieure sur laquelle vient s'appuyer la queue de soupape que l'on retrouve ici. Je vais montrer d'un petit peu plus près tout à l'heure. Alors, il faut savoir que cette fameuse pastille, dans d'autres motos, en fait, je pense que les pastilles sur la partie supérieure du chapeau, ou du poussoir plutôt, pardon, sur la partie supérieure du poussoir, c'est surtout dans les anciennes motos. Apparemment, maintenant, les pastilles se trouvent à l'intérieur du poussoir, et donc il faut bien sûr démonter les arbres à came pour pouvoir modifier le jeu aux soupapes. Alors qu'ici, dans cette moto, il y a un petit instrument un peu particulier qui permet d'abaisser le chapeau en prenant appui sur cette petite partie extérieure et avec un petit tournevis, on peut aller enlever la pastille et la retirer. Je peux vous dire que j'ai essayé, j'ai acquis l'instrument par principe. C'est pas évident parce que bien souvent l'appui dérape, enfin j'ai eu énormément de difficultés à faire l'essai. Voici d'ailleurs le fameux instrument. En fait, il se glisse en dessous de l'arbre à came et il vient normalement appuyer ici. Et comme il a un rayon qui évolue et qui augmente en fonction de la rotation, eh bien plus on fait tourner sur l'arbre à came, plus ça va faire descendre le siège, ce qui permettra d'extraire la pastille. Mais bon, extrêmement difficile et de toute manière, comme je vous ai dit, ce n'était pas l'objectif de montrer les méthodologies de garagiste et diagnostic et d'entretien de moto, donc on ne va pas s'arrêter à ça. Alors comme promis, on va aller voir de plus près ce système. Donc là vous voyez le deuxième demi-palier, mais en fait qui n'est pas vraiment... si c'est un demi-palier, mais il est intégré dans la culasse. Et donc voilà la pastille, le poussoir, vous voyez qu'il y a une petite encoche. Et c'est par cette encoche, avec un petit tournevis, que je peux faire sauter la pastille.
Et c'est ainsi que je peux agripper le poussoir et le sortir. Ainsi, vous pouvez voir ici le pied de soupape sur lequel vient s'appuyer le poussoir. Les autres structures de la soupape, on l'étudiera ultérieurement plus en détail. Et cette structure se retrouve à tous les niveaux, tant à l'admission qu'à l'échappement. Je vais donc enlever tous les poussoirs et nous allons ensuite procéder au démontage de la culasse. Bon alors, nous allons maintenant procéder au démontage de la culasse. Avant cela, je vais enlever le guide de chaîne qui se trouve dans le puits de chaîne à l'avant, sur le brin menant. Ici, vous voyez le tendeur de chaîne. En fait, c'est le guide de chaîne sur lequel vient appuyer par l'arrière le tendeur de chaîne. On voit mon tournevis qui passe par où normalement passe le tendeur de chaîne et ça appuie sur le guide pour pouvoir l'attendre. Ici, nous avons des écrous pour pouvoir désolidariser la culasse. 1, 2, 3, 4. Idem de l'autre côté. Mais avant cela, il faut tout d'abord passer en dessous du moteur parce qu'il faut procéder au dévissage ici. Je pense que ce sont des vis filetées. Il y en a une là et une là. À l'arrière, on a l'équivalent, ici et ici. Et il y a également une particularité, c'est qu'avant de désolidariser et avant de dévisser les écrous à la partie supérieure, ceci donc est à débloquer, mais ne pas enlever, c'est l'écrou de fixation d'embase du bloc cylindre sur la face avant. Donc pour correction, ce n'est pas 8, mais 12 écrous borgnes pour fixer la culasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pareil de l'autre côté. Ces écrous borgnes sont fixés sur des goujons. Ces goujons traversent la culasse et le cylindre. Donc, si on ne desserre pas l'écrou de fixation d'embase au bloc cylindre, ce que les ingénieurs craignent, c'est qu'en désolidarisant la culasse, on risque de créer un jeu au niveau du joint entre le cylindre et le bas moteur et l'on pourrait dans ce cas abîmer le joint. Donc voilà je pense la raison pour laquelle il faut desserrer ce boulon sans l'enlever pour travailler sur la culasse, je dis bien. Allons-y pour la partie postérieure. Oui, ça va être plus difficile. Ah. Pareil ici, ça se dévisse facilement. Étrange, avec autant de rouille. Je pensais que ce serait beaucoup plus grippé. Ah, la rondelle est fixée sur l'écrou. Oups! Il y a quelque chose qui est tombé. Là voilà la rondelle. Il y a donc bien une rondelle qui s'applique ici, ce dont on aurait pu deviner puisque toute cette partie n'est pas rouillée. C'est la partie où a appuyé la rondelle
et où donc l'oxygène ne pénètre pas pour permettre l'oxydation et donc la rouille. La rouille qui est le retour à l'état naturel du fer, qui est l'oxyde de fer, la deuxième rondelle. Comme quoi, on se fait vite piéger en mécanique. Prudence. Voilà, il ne reste plus qu'à desserrer et donc pas dévisser l'écrou de fixation d'en base. Voilà. Juste desserrer. Bon, nous allons enlever le guide de la chaîne de distribution qui se trouve ici à l'avant. Semblerait-il avec un simple coup de tournevis, ça s'enlève. Oui. Voilà. C'est un simple guide. Hein. Il y a un renfort ici avec un autre matériau. Est-ce que c'est du métal ou je ne sais pas. Bref. Visuellement, cette partie s'enclipse facilement dans la partie inférieure du puits. On va d'ailleurs faire la manœuvre pour voir ce que ça donne. Ah oui, voilà. Ah oui, ça s'enclique ici. Voilà. Ok. Non, c'est pas trop difficile. Il ne faut pas que la chaîne gêne, mais quand elle ne gêne plus, ça s'enlève facilement. Bon. On va enlever ceci. Maintenant, on va pouvoir desserrer les 12 écrous borgnes. Il y a un sens de desserrage. Donc, rappelez-vous que ceci est la gauche, puisque assis sur la moto, le côté gauche se trouve ici. Donc, ceci est le numéro 1 à desserrer, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, et ainsi de suite. Allons-y. Ah, petite découverte. Voilà pourquoi il faut faire attention en démontant. Le voilà, le pion de centrage. Comme quoi, vous voyez qu'il peut facilement tomber dans le moteur. Voilà. Oh tiens, j'avais pas desserré celle-là. Erreur, mon ami, erreur. Je l'avais pas du tout desserré celle-là. Voilà, je pense que tout est démonté. On va donc pouvoir essayer d'enlever cette culasse. Eh bien, je pensais que ça viendrait beaucoup plus facilement.
Est-ce que j'ai oublié quelque chose? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah oui, ah oui. Je les avais desserrés, mais je ne les avais pas ôtés. Bien joué, petit. Ce sont les écrous avant que j'ai complètement oublié de démonter, de dévisser complètement. Ah oui, c'est véritablement un écrou. Donc c'est celui qui est à gauche. Donc cet écrou est fixé sur un goujon. Et à droite, bon, yes, ah, une rondelle. Ah oui, ce sont les rondelles qui vont avec les deux écrous que je viens d'enlever, qui sont bien, ça vient facilement de ce côté-ci. Ouais, je vois que ça se soulève, mais pas de ce côté-ci. Qu'est-ce qui m'empêche? Ah oui, mais je vois qu'ils ont déjà essayé, ça a déjà été bloqué, parce qu'ils ont cassé les ailettes de refroidissement du cylindre. Donc en tapant, ils ont probablement cassé, ils ont sûrement tapé avec des marteaux. Ok, ça commence à se décoller tout doucement. On a certainement envie de glisser un instrument entre la culasse et le cylindre, mais je ne suis pas sûr qu'en mécanique ce soit quelque chose qui soit vivement conseillé. Ok, ça commence tout doucement à se débloquer. J'essaye de taper sur les structures qui me semblent les plus solides, donc j'évite de taper sur les ailettes. Tu vas voir que Ah, voilà! Voilà la bête! Enfin! Et nous voilà au niveau des cylindres. Le guide de chaîne, poussé par le tendeur, le puits de chaîne, les 4 cylindres, le joint de culasse, la chaîne de distrib. Eh ben c'est pas beau hein, tout ça. Beau. Et le mouvement. Et le mouvement des pistons. Hein. Enfin on le voit, ce sacré mouvement des pistons. Bon, on reviendra là-dessus plus tard. Ce qui nous intéresse, c'est ça et ça. On va aller avoir ça
en le démontant et en expliquant tout ce qu'on peut trouver dessus progressivement.